Il y a des problèmes de santé dont on parle plus facilement que d'autres. Les troubles anxieux sont vécus avec honte. Ceux qui en souffrent n'en parlent pas, alors qu'ils sont fréquents. On estime que 10% de la population sera touchée à un moment de sa vie. Tous les troubles anxieux ont en commun la peur et les sous-produits de la peur que sont l'anxiété et l'angoisse. On les classe en 3 groupes, les phobies, l'anxiété généralisée et les attaques de panique. C'est à ces dernières que nous allons nous intéresser. Si les premières fois, ces crises peuvent survenir sans aucun déclencheur, elles deviennent ensuite en elles-mêmes le motif de la peur. L'attaque de panique devient en quelque sorte une peur explosive d'avoir peur. C'est un cercle vicieux. Un stress intense saisit la personne et c'est tout l'organisme qui s'emballe. Ceux qui en souffrent décrivent leurs symptômes avec beaucoup de lucidité. Un reportage d'Olga Baïf et Ardité Chabani. C'est venu de nulle part. C'est tombé d'un coup. Le premier symptôme, le cœur qui s'emballe, j'étais vraiment assise en train de lire mon livre et tout d'un coup, ça a commencé. Après, j'ai eu des fourmillements sur tout le corps, pas comprendre ce qui se passe, la grosse panique, vraiment. Des vertiges, de la peine à tenir sur les 2 jambes et d'avoir vraiment cette impression qu'on va mourir, en fait. Je vois ça comme de la peur, en fait, qui apparaît sur plusieurs formes. Et puis ça se multiplie. C'est quelque chose qui brûle pour moi, c'est pour ça que je le symbolise par du rouge. J'avais des palpitations très très violentes, le cœur qui s'est emballé, j'ai commencé à respirer de manière saccadée, je respirais très vite, très fort. À un moment donné, je commençais à avoir la tête qui tourne, à sentir les fourmis dans les mains, les jambes qui me lâchaient. Et mon corps est parti en contraction, tétanie, et mon épouse a appelé l'ambulance en disant que je faisais un malaise cardiaque. Elle m'a tenu la main et puis je lui ai dit « je t'aime ». Donc je pensais que j'étais en train de mourir. Lisa et Antoine n'étaient pas en train de faire une crise cardiaque. Ils n'étaient pas non plus en train de mourir. Ce qui leur est arrivé, c'est une attaque de panique. C'est passé après presque 1 heure et demie. Le corps, en fait, à un moment donné, il lâche, quoi. Donc on est extrêmement fatigué. Il y a tout qui se relâche. Mais dans la tête, ça ne part pas. Ça reste. Vraiment cette sensation d'être déstabilisé, de plus trop savoir où on est. Je me disais, mais je comprends pas, ça va bien, je vais à l'école, j'ai mes potes, j'ai ma famille, et puis je comprenais pas pourquoi ça allait pas. Antoine et Lisa ont été surpris par leurs premières attaques de panique. Pourtant, pour les psychiatres, elles n'émergent jamais de nulle part. L'attaque de panique, c'est ce lien corps-esprit qui est constamment là. Nos réactions physiques, par exemple, là où je vous parle, je suis un tout petit peu stressée, c'est un interview, je sens que j'ai ma fréquence cardiaque légèrement plus haute, je sens que je respire pas tout à fait aussi sereinement, de façon abdominale, que si j'étais avec un patient, par exemple. Donc vous voyez, le corps constamment nous montre notre état psychique, et à l'inverse, notre état psychique influence le corps. Au fond, une attaque de panique survient quand on a atteint, si vous voulez, le seuil de nos capacités d'adaptation psychique. Et qu'il y a la goutte d'eau, on va dire l'événement qui peut paraître anodin, mais qui va vraiment déclencher à ce moment-là cette réaction tant physiologique que psychique. Une fois que ce seuil est dépassé et que l'attaque de panique se déclenche, la réaction corporelle est celle que nous devons avoir face à un danger, c'est-à-dire la fuite. Pour fuir, le corps a besoin d'énergie qui lui sert à nourrir ses muscles. Ainsi, le cerveau va sécréter de l'adrénaline, ce qui provoque une accélération cardiaque. Le cœur s'active pour amener plus de sang aux organes et aux muscles. En même temps, la fréquence respiratoire augmente pour amener plus d'oxygène aux organes et aux muscles, en prévision du fait qu'on va courir. Sauf que, dans le cas d'une attaque de panique, la personne ne court pas, et par conséquent, elle perd beaucoup de gaz carbonique. En effet,
plus l'oxygène entre dans le corps et plus le gaz carbonique en sort. Le gaz carbonique est un acide. Si l'on perd de l'acide, cela modifie le pH dans le sang. Quand le pH change, le cerveau réagit comme s'il se trouvait dans un état grave, un état où toutes les ressources du corps doivent être mobilisées. Cet état d'alerte le pousse à sécréter de l'adrénaline. Et le voilà parti dans un cercle vicieux. C'est ça qu'on a gardé de notre fonctionnement ancestral. Normalement, face à un danger, on court. Là, on ne court pas. On est, par exemple, en train de conduire sur l'autoroute, dans un tunnel. Alors, on ne peut pas fuir, on est à notre volant. Et du coup, toutes ces réactions se passent dans le corps, mais nous, on ne bouge pas. Et c'est ça qui enchaîne, en fait, le cercle vicieux. Le corps ne comprend pas ce qui se passe. Ce lien entre le corps et l'esprit, le professeur Martin Preissig l'étudie chez les Lausannois depuis 2003. En tant que principal investigateur de l'étude Colosse, Psy-Colosse, il s'intéresse à la relation entre les troubles psychiatriques et les maladies cardiovasculaires. Pour lui, si les attaques de panique ne représentent pas de risque physique, sur le plan psychique, elles peuvent dégénérer. Au niveau psychologique, c'est très grave parce que ces gens, ils souffrent énormément de ces attaques. Voilà, ils ont l'impression de mourir, c'est hautement désagréable. Et ce qui s'ajoute à ça, c'est qu'après normalement, quand on a eu une fois une attaque, c'est bien possible qu'on l'oublie. C'est même à peu près 10% de la population qui a déjà eu une fois une attaque, selon les études épidémiologiques. Mais un certain nombre, après ces attaques, ils commencent à développer une peur devant la peur. Ils commencent à changer carrément leur vie. Ils évitent des lieux, par exemple, où ils ont eu des attaques. La peur de la peur. L'attaque est si violente qu'on fait tout pour qu'elle ne se reproduise plus. Autrement dit, on met en place des stratégies d'évitement. Le jour où ça m'est arrivé à nouveau, dans le bus, j'ai dû sortir du bus. Et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus du tout entrer dans un bus. Quand j'ai quitté le bus, ça a été un soulagement en fait. Et je me suis dit, mais c'est la solution, la fuite en fait. Ça a été un soulagement instantané, ça s'est arrêté. Cette souffrance s'est arrêtée. Au moment où je suis sorti du bus, la pression est retombée. Donc c'est très séduisant parce qu'on se dit, voilà, j'ai une solution à ce problème, j'ai qu'à fuir. Si je m'étais écoutée, j'aurais plus rien fait du tout. Mais je me suis vraiment forcée à prendre les transports et surtout à faire ma formation. Par contre, la chose que j'évitais, c'était vraiment les sorties avec les copains. Et justement, ça génère de la déprime, quoi. Vraiment, j'avais l'impression en fait de jeter en l'air en fait ma jeunesse, quoi. Si la stratégie d'évitement paraît tentante, c'est une solution qui ne peut donc marcher qu'à court terme. À long terme, l'évitement s'avère dangereux. Il arrive un matin où on n'arrive plus à sortir du lit. Parce qu'on est tétanisé, bêtement. Et juste le fait de penser de devoir se lever et aller au travail, ça nous stresse encore plus. Et ça augmente encore l'intensité de la crise. Donc on reste au lit, on ne sort plus. Et quand ça passe, c'est trop tard déjà pour aller travailler. En général, la journée est passée et puis on s'en est pas rendu compte. Et petit à petit, les crises sont plus fréquentes, sont plus intenses. Jusqu'au jour où, justement, on ne sort carrément plus de chez soi. Donc, même pour sortir, aller faire ses propres courses, pour manger, moi, je ne pouvais plus. Depuis plus de 20 ans, Laurent vit avec des attaques de panique. Elles sont devenues si fréquentes qu'elles ont dégénéré en troubles anxieux généralisés. J'ai du tout abandonné. J'ai été pendant pas mal d'années à l'aide sociale. D'abord au chômage et ensuite à l'aide sociale. Avec des petits boulots à gauche, à droite, mais qui duraient jamais bien longtemps.
Parce que chaque fois, voilà, les angoisses revenaient, je redécompensais. Donc j'ai jamais réussi à tenir un travail. Les attaques de panique, si elles ne sont pas assez vite décelées et prises en charge, peuvent donc avoir des conséquences graves. Pourtant, des traitements existent. Dans le milieu médical, c'est un symptôme psychique que l'on connaît bien. Souvent, le traitement, en tout cas initial, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale, où on va expliquer au patient ce qui lui arrive, parce que c'est déjà extrêmement rassurant, donc ça va faire baisser le seuil de stress, déjà en tant que tel, de comprendre qu'on n'est pas fou, ni qu'on va mourir. Et puis, on travaille aussi sur les pensées en lien, puis comment gérer les émotions. Enfin, c'est un travail assez complet, mais si ça ne suffit pas, on peut également donner des médicaments. Les patients ont besoin d'un suivi thérapeutique pour briser le cercle vicieux de l'attaque et de la stratégie d'évitement. Antoine, lui, pense avoir trouvé sa propre méthode. J'ai à nouveau été confronté à ma phobie du bus parce que je devais à nouveau prendre le bus. À ce moment-là, je me suis dit, mais il faudrait que j'essaye de faire face à ma peur et d'avancer avec elle. C'est l'occasion de mettre en pratique, d'essayer d'accepter ces attaques de panique. Donc je suis monté dans un bus. Bien évidemment, j'ai fait une attaque de panique. Alors les premières fois, j'ai dû sortir à plusieurs reprises du bus. À chaque fois, j'essaie de faire un arrêt de plus. J'ai réussi peu à peu, en m'exposant à cette peur, à aller à sa rencontre et à la laisser venir, à l'accepter vraiment, à l'accueillir. Et en faisant ça, je me suis très vite aperçu qu'elle avait du coup le droit d'exister, qu'elle pouvait m'envahir rapidement, mais qu'elle perdait beaucoup de puissance. Sans s'en rendre compte, Antoine a mis en place une méthode proche de celle des thérapies cognitivo-comportementales. En Suisse, la thérapie cognitivo-comportementale, dite TCC, est considérée par les experts comme la plus efficace. En tout cas, c'est celle dont on mesure le mieux l'efficacité. Par le biais de la thérapie que j'ai fait, j'ai pu vraiment apprendre à me connaître. Et grâce à ça, je sais maintenant quand c'est que j'ai, on va dire, un peu dépassé, la limite, entre guillemets. Et voilà, pour moi, en fait, dans mon cas, une crise d'angoisse, c'est vraiment quand je dépasse les limites. Pour Lisa et Antoine, cette exposition graduelle à leur peur semble efficace et apaise de nombreux symptômes. En revanche, ce n'est pas le cas pour Laurent. C'est une trop grosse charge de stress pour moi. Et du coup, ça marche pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous stressait dans les thérapies cognitivo-comportementales? C'est justement de se confronter à nos peurs, à nos angoisses. Et ça, ça me faisait paniquer. Donc ça avait l'effet inverse? Moi, ça avait l'effet inverse, ouais. Du coup, j'étais tout le temps dans l'évitement. Maintenant, ça va un peu mieux. Ça va quand même, pas qu'un peu, ça va mieux. C'est en travaillant à Polyval, un atelier protégé, que Laurent a trouvé un équilibre. Car ses angoisses le rendent invalide. Les soins qu'on lui a proposés n'y ont rien fait. Il a même développé une addiction aux benzodiazépines, un puissant anxiolytique qu'on lui a prescrit lors de ses premières attaques. À l'époque, il y a une vingtaine d'années en arrière, il distribuait ça un peu comme des bonbons. On prenait ça, c'est un remède miracle contre les angoisses. Alors oui, ça marche bien. Ça marche bien. Mais on est vite accro. Et sitôt qu'on en oublie une fois, on n'est pas bien. On le sent assez rapidement, on n'est vraiment pas bien. Donc voilà, on se lève le matin, la première chose qu'on fait, et puis on gobe un cachet. Et puis 2, et puis 3. Et ainsi de suite. Après, il nous en faut pour dormir. Parce que sinon, on n'arrive plus à dormir. Et puis, c'est comme toute addiction, quoi. C'est un cercle infernal. Grâce à une cure de désintoxication, Laurent n'est plus dépendant aux benzodiazépines. Pour autant, alors même que ses effets d'accoutumance sont connus, les benzodiazépines continuent à être prescrites. Les patients ont besoin d'une combinaison de psychothérapie
et de pharmacothérapie. Donc la catégorie de benzodiazépines, à court terme, on peut les recommander pour qu'une personne a tout de suite une amélioration dans son état, mais ce n'est pas le bon traitement à long terme, sauf dans une situation, donc moi je recommande toujours aux personnes qui ont un trouble panique de garder toujours un comprimé, un benzodiazépine dans la poche qui a un effet immédiat. Comme ça, au cas où il y a une crise panique, ils peuvent le prendre et ça les rassure et peut-être c'est même préventif contre les crises. Les médicaments à donner à long terme, c'est les antidépresseurs. Les antidépresseurs et les benzodiazépines sont les deux utilisés dans le même but, diminuer l'anxiété. Dans le cerveau, les antidépresseurs agissent sur la sérotonine et la noradrénaline, les neurotransmetteurs du bonheur. Les benzodiazépines, elles, agissent sur les récepteurs GABA, le principal neurotransmetteur inhibiteur dans le cerveau. La stimulation de ce système diminue l'angoisse. Les benzodiazépines sont controversées. Si elles restent encore prescrites, c'est qu'elles agissent immédiatement, alors que les antidépresseurs prennent plusieurs semaines pour être efficaces. Le but du traitement, c'est que le patient puisse devenir indépendant, autonome, qu'il puisse de nouveau sortir de chez lui sans avoir un calmant dans sa poche, qu'il puisse oser aller partout dans les magasins, sur une autoroute, parce que très fréquemment c'est des lieux de crise d'angoisse, sans avoir besoin de prendre un soutien avec. Une fois qu'on a fait ça, après il faut aller chercher ce qui se passe derrière. Et en général, on trouve quelque chose. Et c'est sur ça après qu'il faut travailler. Je pense que le jour où on a compris d'où ça vient, c'est souvent là que les choses se dénouent. Les femmes sont 2 fois plus concernées que les hommes sans que l'on sache pourquoi. En revanche, on sait qu'il y a des mécanismes neurobiologiques qui sont à l'œuvre dans les attaques de panique et dans les troubles anxieux en général. L'environnement, l'histoire traumatique de chacun sont aussi des facteurs. Pris séparément, ils n'expliquent pas ces souffrances. C'est donc souvent tout un cocktail qui favorise leur développement. Si la pandémie a généré plus d'anxiété dans la population générale, comment les personnes souffrant de troubles paniques avant l'apparition du virus ont-elles traversé cette période particulière? On retrouve nos témoins. Le confinement m'a bien convenu, oui. Parce qu'on a pu faire plein de choses, puis vraiment pouvoir profiter de la famille et puis profiter de la vie tout simplement, quoi. Alors au début c'était stressant. Parce que voilà, on est face à quelque chose d'inconnu. Puis après on s'y habitue. Puis après ça va bien. C'était un moment, une sorte de parenthèse dans une vie effrénée. Donc j'ai trouvé ça plutôt agréable même. Vous avez fait des attaques? Non. Aucune? Non. Aucune. Paradoxalement, beaucoup de personnes sujettes aux attaques de panique se sont senties bien, dans une période que l'on a pourtant qualifiée d'anxiogène. Mais comment interpréter ces angoisses qui se calment lorsque la société ralentit? Ça montre que certaines personnes sont peut-être pas en phase ou pas à l'aise avec le mode de vie qu'elles ont habituellement. Le confinement a permis un relâchement de la pression, un relâchement des normes sociales. Et ces gens-là se sont retrouvés peut-être au moment effectivement où ils ont été autorisés à rester chez eux. J'y repensais ce matin en venant à pied. Ce mouvement dans la ville, les gens courent, les gens sont pressés. On a l'impression que rater un bus, rater un train va chambouler leur vie. En fait, c'est une pression environnementale. On en fait tous partie, on contribue aussi à la créer. Et on repart en courant, c'est parti. Je faisais beaucoup trop d'activités à l'extérieur aussi de l'école. Je faisais du patinage, de la danse, je donnais des cours d'appui. Je faisais beaucoup trop de choses jusqu'à que j'arrive plus à gérer mon temps. Anastasia a longtemps été hyperactive. Très jeune, elle jongle entre sa scolarité, le sport et la vie associative.
jusqu'à ce que tout craque et que les attaques de panique se déclenchent. J'ai en fait une sorte de phobie comme ça qui se sont développées. Donc la peur du jugement, la peur de l'échec, qui est aussi très très présente, qui est toujours présente. Toujours peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Et là, les attaques de panique, elles aiment bien ça. Elles aiment bien ces peurs de l'échec. Ça m'a empêchée d'accéder tout de suite aux hautes études parce que je n'ai pas eu ma matu. J'ai beau avoir repris mon année après mon congé maladie. J'ai pas réussi à... J'ai été jusqu'au bout, mais j'ai pas eu ma matu. Il y a une norme de performance, de la réussite, qui dépendrait principalement des choix qu'on a faits. Donc ça fait reposer la responsabilité sur l'individu lui-même et pas sur des facteurs externes sur lesquels on n'aurait pas de prise. Réfléchissez à toutes les questions qu'on se pose en termes de choix de nos études, choix professionnels, choix du conjoint. Est-ce qu'on aura des enfants ou pas? Quel sport on va faire? Comment on va mourir même, on se demande. Et tout ça implique les individus. Les individus doivent réfléchir, doivent s'informer. Anastasia vit désormais avec un trouble anxieux généralisé. Elle suit un traitement, mais les attaques reviennent encore régulièrement. Son cas met en lumière un malaise observé par les psychiatres, que l'on sollicite de plus en plus. À l'époque, quand on faisait des travaux durs physiquement, on demandait beaucoup aux médecins d'aider les gens à compenser, à continuer à travailler. Maintenant, c'est des travaux de plus en plus psychiques qu'on demande aux gens, hein, le tertiaire. Et c'est vrai qu'on sursollicite les gens. Et nous, on voit énormément de gens avec qui on doit travailler pour les aider juste à supporter le stress. Si nos sociétés continuent comme ça, il y aura de plus en plus de troubles anxieux généralisés. Enfin, l'être humain, on le pille. Finalement, on pille son psychisme pour la rentabilité, pour la rapidité, et jusqu'où. Moi, j'ai le bout de bois. Moi, j'ai le bout de bois. Oui, il pleut, madame. Oui, il pleut. Est-ce que vous diriez que la manière dont fonctionne la société actuellement, elle ne vous convient pas? Ah non, elle me convient absolument pas. Là, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me convient en étant à Polyval. Parce que justement, il n'y a pas ce stress avec des échéances à tenir qui sont juste pas possibles. Nous, on a le temps. C'est possible aussi que le rythme effréné, la fatigue, à certains moments déclenchent ces attaques de panique. On est dans une société hyper en même temps libre, parce qu'on a beaucoup de choix maintenant dans notre génération. Mais des fois, on nous donne tellement d'options qu'en fait, il y a vraiment une grosse pression en mode il faut prendre ce qui te correspond le mieux. Mais finalement, on se dit mais qu'est-ce qui nous correspond le mieux? Je pense que les jeunes, ils ont beaucoup de pression sur eux. Et on leur laisse aussi beaucoup de liberté. Et cette liberté, elle est un petit peu dangereuse des fois. Laurent, Antoine et Anastasia font toujours des attaques de panique. Mais entre les traitements et les aménagements de vie mis en place, ils ont réussi à mieux les gérer et mieux les accepter. Lisa, elle, n'en a plus du tout. Grâce au choix qu'elle a fait, elle pense qu'elle n'en aura plus. Maintenant, c'est très agréable parce que j'ai j'ai eu un petit garçon. À la suite de ça, j'ai aussi décidé d'ouvrir mon studio de graphisme pour pouvoir travailler à la maison puis pour pouvoir concilier ma vie de famille et ma vie professionnelle. Et du coup, j'ai vraiment trouvé un équilibre qui va très bien, qui me correspond. Les personnes qui souffrent de troubles anxieux les empoignent et entament une démarche de soins rapidement avec des professionnels spécialisés, meilleures sont les chances de sortir de l'engrenage infernal, panique, évitement, isolement, dépression.
Le diagnostic est important pour la personne, mais il faut aussi que tout le monde sache que ces troubles existent, que ceux qui en souffrent osent en parler, en particulier dans le milieu professionnel qui stigmatise facilement, là où il faudrait au contraire aider et encourager. Souvent d'ailleurs plus par ignorance que par malveillance. Voilà, 36.9 touche à sa fin. Toute l'équipe du magazine Santé vous salue chaleureusement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Votre magazine 36.9 avec Adrofarm.